Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme vraiment fascinante. Comment est-ce que deux grandes civilisations, l'Inde et l'Europe, qui sont parties de questionnements assez similaires, ont pu finalement créer des mondes aussi radicalement différents? Et là, on touche au cœur du paradoxe. D'un côté, on a une philosophie qui cherche à transformer l'individu, à le libérer. De l'autre, une philosophie qui veut, simplement décrire le monde. Et contre toute attente, c'est celle qui voulait, en quelque sorte, juste regarder, qui a fini par tout changer, alors que l'autre, celle de la transformation de soi, a maintenu une sorte de stabilité. Alors comment on explique ça? Pour comprendre, il faut revenir à la base, au point de départ, les fondations intellectuelles de l'Inde et de l'Europe antique, qui étaient, on va le voir, aux antipodes l'une de l'autre. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, l'Inde antique, c'est un véritable laboratoire d'idées, où en fait le désaccord était la norme, une diversité de pensées absolument incroyable. Et de l'autre, l'Europe, qui a cherché très vite à unifier sa vision du monde, d'abord avec la cosmologie grecque, et puis de manière encore plus radicale avec le christianisme. Bon, plongeons maintenant du côté indien de l'équation. On va voir un peu à quoi ressemblait ce fameux pluralisme dans la pratique. On voit ici toute la richesse des darshanas, ces grandes visions du monde en Inde. C'est fou, parce que la plupart des grandes questions philosophiques étaient déjà débattues. La nature du soi, la réalité, la conscience. Et attention, ces écoles ne faisaient pas que coexister tranquillement. Elles se confrontaient, elles se réfutaient, ce qui les a forcées à s'affiner, à devenir toujours plus précises, plus profondes. Mais le plus fascinant, c'est que malgré leurs énormes différences, toutes ces écoles partageaient un but commun. La connaissance, ce n'était pas une fin en soi, c'était pas juste pour le plaisir de savoir. Non, elle devait servir à quelque chose de très concret, la libération, le moksha. Même les écoles matérialistes cherchaient avant tout un mode de vie, une façon d'être au monde. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. Toute cette énergie intellectuelle, toute cette effervescence était canalisée vers l'intérieur. La philosophie, c'était un outil pour se transformer soi-même, pas pour maîtriser le monde extérieur. Allez, on bascule maintenant du côté de l'Europe pour voir comment une trajectoire complètement différente s'est dessinée. Le chemin européen est assez paradoxal. En Grèce, tout le monde débattait, bien sûr, mais à l'intérieur d'un cadre commun, l'idée d'un cosmos ordonné, le logos. Le christianisme, lui, a radicalement resserré ce cadre. Le débat a glissé de quelle est la nature du réel à comment interpréter la révélation. Et pourtant, c'est cette unification, un peu forcée, qui a créé sans le vouloir le langage commun nécessaire à l'explosion de la science moderne. Et c'est là la grande rupture. La philosophie européenne met entre parenthèses le but pratique. L'objectif, ce n'est plus de se sauver soi-même, mais de connaître la vérité pour la vérité. En libérant la connaissance de cet impératif du salut, on l'a rendu disponible pour autre chose, devenir un instrument de pouvoir sur le monde, autrement dit, la science et la technologie. Et c'est ça toute l'ironie de l'histoire. En se concentrant sur une voie unique, beaucoup plus étroite, l'Europe a libéré une puissance de transformation matérielle absolument sans précédent. La formule est vraiment saisissante. L'Inde a voulu transformer l'être humain et a laissé le monde tel quel. L'Europe a renoncé à transformer l'être humain et à transformer le monde. D'accord, mais comment ces grandes idées philosophiques se traduisent-elles dans la vie de tous les jours, pour des millions de gens? Grâce à deux technologies sociales extrêmement puissantes, le karma et le péché. La différence est fondamentale, vraiment. D'un côté, le karma, c'est une loi cosmique, impersonnelle, presque comme une loi physique, comme la gravité. Chaque action entraîne une réaction. Point. De l'autre côté, le péché. Là, c'est personnel. C'est une transgression, une rupture de la relation avec Dieu. L'un explique la destinée, l'autre juge la conscience. Et alors, si on regarde les conséquences, c'est énorme. Le karma, lui, a tendance à stabiliser la société en justifiant les hiérarchies, en donnant un sens aux inégalités. D'une certaine manière, il divise, il segmente. Le péché, c'est tout l'inverse. Lui, il discipline la société en unifiant les comportements. Il ne cherche pas à justifier l'ordre social, mais il crée une norme intérieure qui est la même pour tous, et du coup une forme d'égalité morale de principe devant Dieu. Pour le dire autrement, le karma gère les tensions sociales en externalisant les règles. C'est la structure des castes. Chacun est à sa place et cette place est justifiée par une loi cosmique. Le péché, lui, gère les tensions en internalisant les règles. Chacun devient son propre surveillant, son propre policier qui scrute non seulement ses actions mais aussi ses pensées. On arrive donc à ce résumé qui est à la fois simple et incroyablement puissant de deux trajectoires opposées. D'un côté, on a spiritualisé le monde mais sans le transformer. De l'autre, on a transformé le monde, mais sans le spiritualiser. Le résultat, une immense sophistication spirituelle ici et une explosion technologique là-bas.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument essentielle pour notre époque. Face aux conséquences de la trajectoire européenne, on pense à la crise écologique, à la perte de sens. Est-ce qu'on peut s'inspirer de la pluralité indienne pour inventer un futur qui arriverait enfin à allier la puissance et le sens? La question, bien sûr, reste ouverte.